Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre journal d'actualité hebdomadaire. Au sommaire cette semaine, l'avenir de Télédôle, les finances du Grand Genève et la grippe aviaire qui menace sur les rives du Léman. Comme d'habitude, je vous propose d'ouvrir ce journal avec le chapitre de la politique cantonale. Nous recevons aujourd'hui Roxane Meyer-Keller, candidate socialiste au Conseil d'État. Madame, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Avant de vous entendre, je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à votre parcours. Vous êtes employé de commerce de formation et vous êtes mère de famille et vous n'avez que 38 ans. Politiquement, vous avez été députée depuis 3 législatures et présidente du Grand Conseil. Vous êtes également syndic de la ville d'Avenches depuis une année, et ce, malgré une majorité de droite à l'exécutif. Enfin, vous vous êtes portée candidate au Conseil d'État, c'était au mois de septembre au Congrès socialiste. Alors ma première question est la suivante, pourquoi vous êtes déclarée en premier ? Tout simplement que j'ai profité de l'opportunité, comme vous l'avez évoqué dans votre cursus. Je suis députée depuis 3 ans, 3 législatures, excusez-moi. Et de ce fait, j'ai dû demander la dérogation au sein du Congrès du Parti socialiste. Qui vous a été alloué. Voilà. Et j'ai profité d'être devant mes camarades pour déclarer mon intérêt d'être candidate à la candidature. En somme, c'est vous qui avez lancé cette campagne. Disons que j'ai accéléré un peu le processus. Oui. Alors justement, pour parler de processus, est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça va se passer au janvier ? Le prochain congrès, c'est le 14 janvier 2017. Vous êtes 3 candidates socialistes avec Madame Frémont-Canton-Denion et Cézla Amarel. À la fin, il n'en restera plus qu'une. C'est exact. Donc le congrès aura lieu le 14 janvier prochain à Montreux. Donc il réunira tous les membres du Parti socialiste vaudois qui devront d'une part, dans un premier temps, aussi désigner M. Maillard et Mme Gorité comme candidats au Conseil d'État. Qui devraient a priori ne pas connaître trop de soucis avec ça. Je l'espère. Non, je pense que ça ira très bien. Et d'autre part, choisir entre l'une des 3 candidates que vous avez évoquées, dont je fais partie. Avant ça, nous allons passer évidemment une sorte de primaire, on peut l'appeler ça comme ça. Disons que nous allons, à travers le canton, auprès des sections, des régionales du Parti socialiste vaudois. Donc vous serez reçu par les sections régionales, les 3 en même temps, ou c'est des entretiens individuels ? Alors, on essaye vraiment d'être reçus les 3 en même temps. Très bien. Vous avez parlé de Pierre-Yves Maillard, ça tombe bien, il a fait quelques déclarations dans la presse récemment, notamment il fustige un petit peu un espèce de profil chez les socialistes qui serait un peu trop universitaire et technocrate. Ce qui n'est évidemment pas votre cas. Est-ce que c'est un appel à soutenir votre candidature, un appel déguisé ? Alors l'appel déguisé, ça il faudra lui poser la question à lui-même. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont faites, se demander quel est le fonctionnement, qu'est-ce que la population attend de nous finalement, et on le voit avec l'actualité de tous les jours. C'est vrai que peut-être qu'on devrait se poser des questions et puis remettre un petit peu... Mais vous êtes d'accord que vous avez un parcours atypique ? Employé de commerce, 38 ans, 3 législatures, syndic, présidente du Conseil, du Grand Conseil et potentiellement conseillère d'État. On ne voit pas ça tous les jours. On ne voit pas ça tous les jours, effectivement, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ma candidature. D'accord. Vous vous détonnez un petit peu dans ce milieu, c'est un atout en tout cas. C'est un atout, oui. Très bien, c'est aussi une élection qui se gagne dans les autres partis, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas séduire que les socialistes, il faudra aussi pouvoir séduire la droite. Comment ? Alors effectivement, chaque chose en son temps, on y va pas à pas. Déjà, il faut passer finalement la rampe du congrès du parti. Après, évidemment, il y a celle qui sera désignée, fera campagne avec les 2 colistiers, il faudra convaincre. De ce côté-là, je pense que j'arrive peut-être aussi plus à rallier des personnes... de l'autre côté de l'échiquier aussi, sans prétention, mais je pense que le fait que j'ai été présidente du Grand Conseil, que je sois allée au contact de la population, chose que j'aime beaucoup, et puis j'ai quand même aussi l'habitude de travailler avec des personnes qui ne sont pas de mon bord. Très clairement, la droite va attaquer un siège de la gauche pour reprendre la majorité. À votre avis, c'est le siège socialiste qui est visé ou le siège de Béatrice Métrault-Lavergne ? Alors ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il advienne, nous, la gauche, souhaitons garder la majorité. Ce ne sera pas facile. Non. Mais
tout ce qui amène la difficulté est un défi à relever. Et, en tout cas, personnellement, je le fais avec plaisir. Très bien. Je vais vous poser une question subsidiaire. Vous êtes syndic d'Avenches, vous avez des belles arènes. À Nyon, on a un amphithéâtre qui attend depuis 20 ans. Comment on fait pour avoir un amphithéâtre qui fonctionne ? Ah, c'est une bonne question. Déjà, j'encouragerai la population nyonnaise à prendre les devants et à mettre ces vestiges en valeur parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, nous, à Avenches, on en est très fiers et on les soigne beaucoup et ça a fait la renommée également de notre cité. Absolument. Madame Mayer-Keller, merci d'être venue sur votre plateau. On vous souhaite bonne chance pour cette élection, comme on le souhaite à tous les candidats. Une élection qu'on suivra évidemment. Le conseil communal de Nyon s'est réuni lundi soir pour voter plusieurs dossiers et préavis. À l'issue de la séance, Florian Cavalleri a rencontré sa présidente Christine Troyet. Il s'est passé de manière intéressante, c'était un petit peu plus réactif que les deux derniers. Il y a eu plus d'interventions des conseillers communaux. Donc on voit que les choses commencent à prendre un petit peu corps. C'est intéressant. Alors justement, parmi ces débats, un débat s'est porté sur le rôle et puis la rétribution de la secrétaire du conseil communal. Comment a évolué cette fonction et quel est le cahier des charges ? Alors c'est vrai que ce soir, dans le cadre de ce conseil, c'était un petit peu difficile d'en parler puisqu'on parlait à un moment donné du rôle de la secrétaire, à un autre moment donné de la personne de la secrétaire. Et c'est là où il faut qu'on arrive à faire la différence. Le rôle a beaucoup changé. 40 points quasiment ce soir. Donc le PV va être important. Elle doit suivre, elle doit savoir où elle en est. Elle conseille le président. Elle fait beaucoup de travail aussi au niveau de tout ce qui est photocopie, rechercher les dossiers. Alors que dans certains conseils communaux, c'est différent puisque le service de la ville fait une partie du travail. Donc c'est vraiment, elle a un cahier des charges qu'il faut qu'on formalise. Et puis l'idée du conseil de ce soir, c'était de la mettre dans une classe salariale avec l'aide du service RH, ce qui va un peu formaliser le rôle et peut-être dissocier le rôle de la personne, ce qui peut être intéressant. Autre débat qui porte finalement sur les coutures du conseil communal, le règlement. Un règlement que certains vouloir être dépoussiéré. Alors je pense que c'est important, effectivement il y a une motion qui a été déposée, donc cette motion permettrait de faire changer quelques articles. Il y a des articles qui devraient être changés, entre autres par exemple typiquement celui de la secrétaire et de sa rémunération, puisque ça aurait dû être fait au premier conseil. Et on ne pouvait pas le faire au premier conseil puisqu'on a un nouveau bureau. Donc ça, c'est clairement un article qui devrait, le tarif de la secrétaire devrait être fait par l'ancien bureau pour qu'on soit dans les temps. Donc ça, c'est par exemple un tout petit article de ce règlement qu'il faudrait modifier. Et il y en a un ou deux autres après quelques années maintenant où on a travaillé avec ce règlement. Ça vaudrait la peine de les revisiter. Je pense que c'est bien qu'on puisse faire ce travail. Vous arrivez à bientôt 6 mois, ces 6 mois fatidiques de présidence du conseil communal. Comment avez-vous vécu ce premier semestre ? Alors je l'ai vécu assez bien. C'était intéressant c'est intéressant d'être à ce poste-là. On découvre les choses d'une autre manière. Il faut être bien dans les dossiers. On découvre aussi la vie de la commune, beaucoup de manifestations dont j'ignorais une partie. Ça c'est intéressant aussi. D'ailleurs, je me dis que nos municipaux doivent être souvent dehors parce qu'il y a beaucoup de choses où il faut participer. Les débats du conseil sont intéressants. Ça commence justement un petit peu, il y avait un petit round d'observation là avec ces nouveaux conseillers. Je trouve que les gens commencent à prendre leur place et c'est intéressant. Quel avenir pour Télédôle ? Après des années de tourments, les communes du district de Nyon ont accepté de céder leurs actions au conseil régional. Le but de l'opération, pouvoir confier à terme la gestion des pistes de ski à la société Sogestar qui s'occupe du domaine côté français. Faisons le point avec vous, Patrick Freudiger. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente brièvement. Vous êtes connu avant tout pour être secrétaire général du conseil régional du district de Nyon, mais vous êtes depuis quelques semaines directeur de Télédôle. Alors, Télédôle a frôlé la faillite à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était l'an dernier. On était donc à -1. Il fallait trouver un nouveau modèle de gestion.
Alors effectivement, ça fait plusieurs années en fait qu'on travaille sur une recherche en fait de solutions pour avoir une gestion viable en fait du domaine de la Dole. Et puis l'option de gouvernance qui était prise, parce que pas à terme, mais on a passé une convention avec la Sogestar au mois d'août. On va confirmer avec un mandat de 25 ans, en fait, le 1er décembre prochain. Donc vous allez leur confier pendant 25 ans la gestion du domaine de la Dole. D'accord. Il est important aussi de souligner que parallèlement aux difficultés que rencontrait la Télédole en fait, sur le plan suisse, la Sogestar, la société de gestion de la station des Rousses, avec les mêmes conditions météo, finalement a réussi en fait, à générer des recettes et puis même des réserves pour pouvoir faire face en fait, à de mauvaises années. Qu'est-ce qui explique la différence? C'est simplement une organisation? Alors, il n'y a écoutez, pas plus de neige ici que là. Bon, je pense que les Rousses, c'est une station. Il y a 20 000 lits, il y a près d'1 million d'unités touristiques. Donc, quelque part, il y a une organisation. L'économie de la station des Rousses dépend aussi de l'offre estivale et hivernale. Donc, il y a une structure qui est totalement différente de la structure que l'on a en Suisse. Parce que pour nous, le massif de la Dole, c'est avant tout des excursionnistes, donc des gens qui viennent pour la journée. C'est les écoles de ski de nos districts. Donc, du coup, on n'a pas du tout le même profil de clientèle. Très bien. On a compris que tout ça, à terme, va changer puisqu'une nouvelle réorganisation avec la Sogestar et Télédole est en train de se mettre sur pied pour qu'on ait un domaine skiable international pour le coup. Il y a un projet de télésiège du côté français, si j'ai bien compris. Alors, effectivement, toutes les discussions avec la partie française, donc maintenant, au lieu d'avoir 2 sociétés d'exploitation avec chacun sa billetterie, son marketing, son système d'exploitation, maintenant, il y a un système d'exploitation. Donc, il y a des économies d'échelle en termes de réduction des charges. Et puis, on a quelques projets d'investissement. Et en l'occurrence, la partie française prévoit un télésiège retour des DAP qui remonte au TUF, de telle manière à ce que ça équilibre les flux dans le massif transfrontalier. Qu'on puisse skier en boucle, c'est-à-dire qu'on puisse aller de là. Exactement, sans qu'il y ait de goulet d'étranglement qui fait que les gens n'empruntent pas telle ou telle remontée mécanique, parce que donc l'objectif, c'est de bien répartir les flux sur le domaine transfrontalier. On parle d'un abonnement commun dès 2018. Oui. Jusqu'à présent, quand on avait une gestion par 2 sociétés distinctes, on avait une multiplicité de produits et de propositions tarifaires. Oui. Et puis maintenant, on cherche à simplifier en fait l'offre tarifaire, d'avoir un tarif unique. Et puis, au lieu d'avoir 6 ou 7 offres distinctes dans laquelle l'achat est perceptif, en fait, les clients avaient de la peine à comprendre quelle était l'offre la plus adaptée. Et donc, on va aller vers une simplification tarifaire. Alors, la clientèle, vous leur dites, patientez encore un petit peu. Bientôt, on aura une offre très claire, très abordable. Alors, maintenant, pour cette saison 2016-2017 et 2017-2018, on offre les mêmes conditions tarifaires que celles qu'offrait Télédole, notamment pour les écoles, les clubs, et puis pour les gens qui veulent prendre des abonnements avant la saison avec des remises tarifaires. Mais ensuite, il y aura cette grande révolution qui rendra le ski à la Dole encore plus simple d'accès. Plus simple et puis moins compliqué, et puis avec une offre plus attractive et plus fonctionnelle pour l'ensemble des usagers de ce massif transfrontalier. Alors, ça, c'est un message pour les utilisateurs, c'est très bien. Le message pour les communes, c'est aussi de leur dire, cette fois-ci, on est bon, on a le bon projet, on n'a plus de grands risques. Alors écoutez, on se fonde sur les résultats de la Sogestar, sur ses compétences, sa capacité. Et puis c'est vrai qu'on espère aussi une augmentation des chiffres d'affaires une fois que la réalisation de ces investissements sont réalisés. Donc on aura même, si vous voulez, maintenant on commence notre opération avec un loyer qui est modeste, mais qui augmentera au fur et à mesure de la réalisation des investissements. C'est-à-dire le loyer que vous encaissez en mettant à disposition le massif. Exactement. Donc là, on parle de 300 000 francs annuels. Un peu moins de 300 000 francs. Et puis, on aura un loyer à terme qui ira jusqu'à 500 000 francs, qui permettra à Télédole, d'une part, de rembourser ses dettes,
et d'autre part, d'assurer sa fonction de propriétaire en assurant la maintenance lourde et en prévoyant aussi le renouvellement en fait, des équipements. Très bien. Eh ben, écoutez, on suivra ça, évidemment, on suivra cet hiver et la météo qui nous attend, parce qu'on nous annonce un hiver très froid. Vous êtes content, évidemment. Alors, on espère que tout ira bien. Patrick Freudiguer, merci. Je vous propose de rester avec nous, parce qu'on va évoquer tout de suite un sujet que le secrétaire général du Conseil régional que vous êtes devrait apprécier. Comme vous le savez, le district de Nyon fait désormais partie de l'agglomération franco-valdo-genevoise, rebaptisée Grand Genève. Son but, encadrer le développement de ce grand centre économique qui touche donc Genève, le canton de Vaud et 2 départements français. Alors, les frontaliers seraient-ils les seuls gagnants de ce développement commun? Une étude tend à prouver le contraire. Bernard Gault. Bonsoir, vous êtes membre du Forum d'agglomération, ancien maire de la commune de Chevrier en Haute-Savoie, et vous venez de publier une étude qui tend à montrer que non, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou ce que certains partis à Genève laissent entendre, les frontaliers français ne sont pas les seuls gagnants de ce développement économique de Genève et du Grand Genève qui touche donc aussi le district de Nyon. Oui. Pour construire une agglomération comme le Grand Genève, il faut un certain nombre de conditions. Il faut un peu d'éthique. En général, les élus l'ont, certains partis peut-être un peu moins. Espérons. Il faut du pragmatisme. Ça, alors, du côté de Genève, on en a. Et il faut de la conviction. Ça, c'est pas toujours aussi évident. Et puis, il faut aussi des informations à peu près claires. Et c'est ce que vous proposez maintenant. Voilà. Et je me suis aperçu, en travaillant pendant près de 20 ans là-dedans, que quand il s'agit de parler d'urbanisme, on a des tas de gens qui vous expliquent tout et encore bien plus. Mais quand il s'agit de parler de finances, comme par hasard, on n'entend pas grand-chose. Chacun garde sa petite information de son côté. Ce que vous voulez dire, c'est que voilà, chacun a ses chiffres, chacun communique sur ses chiffres et ils sont invérifiables. Vous démontrez dans votre étude que tout le monde y gagne. Genève, bien sûr, gagne. Vous parlez de quoi, 4 ou 5 milliards, je crois. Vous dites aussi que les communes françaises, via des reversements de subventions, avec toute la complexité du système politique qu'on ne comprend pas forcément bien ici en Suisse, touchent sensiblement l'équivalent. De quoi, clairement, couper l'herbe sous les pieds, disons-le, du MCG et de l'UDC, puisque votre étude a quand même un message politique en arrière-fond. Non, les frontaliers ne sont pas les seuls gagnants de cette affaire. Le message politique que je voudrais dire, c'est qu'encore une fois, pour construire quelque chose comme ça, il y a besoin de se faire confiance un minimum et de ne pas suivre le premier qui vous écrit derrière le bus les cadeaux aux frontaliers, etc. Ouais. Et ça, objectivement, il y avait une étude qui avait été prévue, elle n'a pas été faite pour différentes raisons politiques. Et bien moi, je me suis dit, je veux m'y mettre. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis placé, par exemple, dans le cadre d'une commune française, et j'ai dit, quelles sont les conséquences d'avoir, près d'elle, eh bien, un Genève qui est de l'autre côté de la frontière, qui a du dynamisme, etc. Et inversement, je suis à Genève, quelles sont les conséquences que j'ai d'avoir autour de moi un certain nombre de Vaudois, mais d'avoir aussi des frontaliers français. Et quand vous faites ce calcul-là, vous prenez, par exemple, je me place en France, qu'est-ce qui se passe? Vous avez à peu près 100 000 frontaliers qui ramènent des salaires, ça représente à peu près 7 milliards, ce genre de choses. Et vous avez... ces impôts sont perçus à la source? Non, mais ça, je parle des salaires. Très bien. Ensuite, vous avez des frontaliers qui vont dépenser des choses à Genève, et inversement, des Suisses qui vont dépenser dans des commerces en France. Voilà, on a essayé d'évoquer tout ça. Et il y a le problème, bien sûr, de la fiscalité. Les frontaliers sont fait fiscaliser à Genève et payent à peu près 600, 700 millions de francs suisses par année. Une partie de cet argent est reversée à la France, 200, etc. Donc vous faites tous ces plus et ces moins. Et vous arrivez à des chiffres? On arrive à des chiffres. On se dit, voilà, les communes de territoire français, eh bien, à la fois, ils récupèrent à peu près 3 ou 4 milliards. Mais en précisant que c'est bien des plus et des moins. Parce qu'un Français, dans l'État français, il coûte. Il faut le former, il faut le loger, etc. Vous avez fait une conférence de presse, là vous êtes sur un plateau télé. Est-ce que ce message va être entendu, peut-être entendu? Comment vous allez faire? Vous allez rencontrer les politiciens genevois davantage? Bien, je les rencontre déjà dans le cadre du forum d'agglomération d'une part, et puis on a inventé un think-tank, si vous voulez, qui s'appelle le Manifeste, puisque nous avions lancé un manifeste. Et c'est dans tous ces univers-là qu'on essaye de faire passer ce message que
on est gagnant-gagnant. Et donc le pire serait que cette agglomération qui a tant de chance, eh bien on la laisse se détruire, se démolir par des logements sauvages, par le manque de transport, etc. Voilà. Donc, Monsieur Gault, on l'aura bien compris, vous êtes là pour désamorcer des bombes potentielles. Le Grand Genève, c'est aussi notre région dans le district de Nyon. C'est donc une affaire qui nous intéresse. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer votre étude. Une année après son déménagement à la rue de la Paix à Gland, le centre d'accueil de jour pour requérants tenait portes ouvertes ce week-end. L'occasion pour la population de mieux comprendre le quotidien de la population migrante. Nous y étions. Aujourd'hui, nous avons décidé d'accueillir les voisins et toute la population qui souhaitait venir nous rencontrer. Le but était de nous présenter, de présenter notre travail et puis de permettre aussi aux requérants d'entrer en contact avec la population locale. Les gens viennent, posent des questions. Pour l'instant, on a beaucoup de gens que nous connaissons, avec qui nous avons déjà travaillé, avec qui ont été bénévoles chez nous, ou les requérants ont travaillé avec eux. Voilà, c'est plutôt des personnes que nous connaissons, mais l'après-midi va se dérouler. Nous attendons encore d'autres personnes. Alors actuellement, c'est une structure qui est dédiée aux abris de Benien, Gland et Coppet. Donc tous les requérants ne viennent jamais tous en même temps à la structure de jour. Ça peut varier d'une 40 à 60, ça dépend selon le moment. Certains viennent le matin et puis on les cours de France à l'après-midi ou l'inverse. Les requérants ont accès à un cybercafé avec quelques postes connectés à Internet où ils peuvent utiliser à leur guise, une petite salle de télévision et puis en bas nous avons une salle où ils ont un espace pour manger leur repas de midi, une table de ping-pong, un baby-foot, etc. Donc des endroits aussi de détente, un petit endroit pour étudier le français où les bénévoles viennent de temps en temps donner des cours. À côté de ça, ils ont également des cours de français dispensés par des professeurs à Lausanne. Donc c'est vraiment un lieu pour eux de regroupement où tous les services, où une partie des services dont ils peuvent avoir besoin se retrouvent. La majorité vient d'Afghanistan, d'Érythrée. Nous avons également une partie de personnes qui viennent d'Irak. Ça peut aussi être de Syrie et puis d'Afrique subsaharienne. Ce sont des personnes comme vous et moi qui sont venues chercher la protection de la Suisse et qui ont le souhait de s'intégrer dans cette société, d'apprendre le français, de faire des contacts, etc. Ils savent quand même que pour beaucoup d'entre eux, ils vont devoir repartir. Ça, c'est une réalité dure. C'est aussi la réalité de l'asile. C'est des gens qui doivent quitter le territoire à un moment donné. Ils y sont confrontés chaque jour. Il y a beaucoup de stress. Il y a l'anxiété d'attendre une réponse sur la demande d'asile, de peut-être ouvrir un courrier où on nous dit que c'est une réponse négative. C'est aussi un monde très difficile, effectivement. Et vous, à l'EVAM, évidemment, vous les entourez dans ces processus. Alors, ils ont tous une assistante sociale qui est présente et puis ils peuvent venir la rencontrer. Maintenant, on accompagne les personnes dans ce processus. Quand la personne reçoit une décision négative, on lui explique aussi que c'est la fin du chemin en Suisse et puis que c'est peut-être le moment de penser à d'autres projets. Ce jeudi soir, le conseil communal de Gland se réunira pour une nouvelle séance. Il s'agira de voter divers préavis, dont celui du nouveau quartier de la Combat qui devra, pour rappel, accueillir à terme jusqu'à 1300 emplois habitants. Mais un vote qui pourrait se faire selon le souhait de la municipalité à huis clos, une rareté. Florian Cavalleri nous en dit plus. La demande d'autorisation générale. On va commencer avec le préavis numéro 11. Donc c'est un préavis au sujet des legs, des donations et des successions. Donc vraiment un préavis de base qui est présenté en début de chaque législature. Et puis ensuite le plafond d'endettement. Alors là, une nouveauté. Pour cette législature, nous allons présenter un préavis sur le plafond d'endettement avec un montant de 128 millions. En fait, c'est la consolidation des deux préavis qui avaient été présentés pendant la législature passée, soit 108 millions pour le plafond d'endettement et 20 millions pour le plafond d'écautionnement. Donc on reste dans les mêmes montants, on a juste englobé les deux préavis. Gland va aussi se pencher sur ses transports, sur les piétons, sur les passages sous voie et sur les trottoirs. Oui, en effet, M. Hubelart avait présenté un postulat qui demandait à ce que la municipalité propose une jonction multimodale proche de la gare pour faciliter le transit des piétons, des cyclistes. Et là, il y a justement une proposition, parce que dans un premier temps, on ne peut pas faire beaucoup plus, c'est surtout d'essayer de trouver une solution au niveau du tunnel sur l'avenue du Mont-Blanc, qui est exactement sous les voies de chemin de fer, avec des passerelles qui pourraient permettre en fait aux piétons, aux cyclistes de pouvoir passer d'un côté d'un autre, et puis ainsi d'éviter de devoir cheminer jusqu'à la gare pour revenir de l'autre côté pour prendre le train. Donc c'est vraiment une solution pour faciliter la vie des gens.
Gland, plus que jamais, promeut l'équité salariale. Oui, là aussi, c'est également une réponse à une interpellation à Madame Vilaine qui avait présenté un postulat à ce sujet. On lui avait répondu au mois de février de cette année. Elle demandait à ce qu'on mette en place un projet d'équal salary pour nos employés. Finalement, là, on lui répond qu'on a décidé de poursuivre notre politique salariale, que ce soit au niveau des hommes, des femmes, avec une totale équité, également en proposant à nos cadres féminines de pouvoir poursuivre leur carrière le mieux possible. Et puis là, on a un projet pour travailler avec un logiciel fédéral qui vient en fait du Bureau fédéral de l'égalité. Reporté il y a un mois, eh bien, ce sera pour ce conseil le vote sur le carrefour de la Combat et sur le PPA du même nom. Jeudi, un conseil important avec la votation du conseil communal pour le préavis du plan d'affectation de la Combat et puis également pour le carrefour. Donc je pense un préavis assez difficile et puis qu'il faudra bien gérer. Il se murmure que le huis clos pourrait être demandé pour voter sur le PPA de la Combat et le carrefour attenant. Oui, en effet, la municipalité a demandé à ce que le huis clos soit instauré pour cette discussion. C'est la première fois ? À mon avis, depuis que je suis municipale, oui, c'est la première fois. Mais ça a dû se passer par le passé, certainement. La grippe aviaire menace. Les services de l'État ont d'ailleurs mis en place des mesures restrictives afin d'éviter tout contact entre oiseaux sauvages et volailles domestiques. Nous avons rencontré le vétérinaire cantonal pour faire le point. Depuis samedi, nous avons mis en évidence ce virus de la grippe aviaire, tout d'abord à Lausanne-Vidi, ensuite à Morges et à Saint-Sulpice. Et nous avons également pour le canton de Vaud mis en évidence ce virus au niveau du lac de Neuchâtel. Pour le moment, on a mis en évidence le virus sur 7 cadavres et puis d'autres prélèvements sont en cours, à peu près une vingtaine encore. Pour la faune et la biodiversité, est-ce qu'il y a un risque ? Écoutez, c'est un virus très contagieux, donc il y a la propagation au sein de la vie faune va se faire très très facilement. Elle se fait notamment par les déjections. Donc probablement on aura un taux de contamination, d'infection, peut-être un taux de mortalité plus élevé que les autres années. Mais encore une fois, c'est un virus endémique qui est finalement répandu dans ces populations-là. Que signifie ce virus H5N8 ? Alors, c'est un virus influenza. Faut savoir que ces virus influenza sont endémiques dans ces populations sauvages. Et depuis la semaine passée, en Suisse et en Europe, on met en évidence ce sous-type H5N8 de la grippe aviaire qui n'est pas le même que celui qu'on avait détecté il y a 10 ans. Est-ce que ce virus peut être transmis aux êtres humains ? Alors rien n'indique actuellement que ce virus est transmissible à l'homme. Encore une fois, il ne s'agit pas du virus qu'on avait connu il y a une dizaine d'années. Il s'agit d'un sérotype H5N8. Maintenant que le virus a été détecté, quelles sont les étapes mises en place ? Alors on va continuer à faire des prélèvements sur les oiseaux morts. C'est relativement intéressant de voir comment évolue cette flambée de grippe au sein de la population, au sein de l'avifaune. Et bien entendu, on va continuer à communiquer les mesures qui doivent être mises en place par les aviculteurs qui sont les principaux concernés par ce phénomène. La Confédération a ordonné des mesures urgentes qui doivent permettre d'empêcher tout contact entre la faune, les oiseaux sauvages et la volaille domestique. Donc, partout là, il pourrait y avoir un contact, à savoir dans les emplacements d'affouragement, dans les emplacements d'abreuvement, dans les bassins de nage. Il faut éviter ces contacts, soit en rentrant ces installations, soit en bâchant les bassins. Si ce n'est pas possible, le confinement est obligatoire. Si quelqu'un trouve un cadavre, justement, qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, il est important qu'on puisse suivre l'évolution de cette flambée de grippe au sein de l'avifaune. Donc, il est important de l'annoncer aux surveillants de la faune ou aux gardes-pêche. Il ne faut pas le toucher, ce sont pour des raisons d'hygiène tout à fait habituelles, mais vraiment informer le surveillant de la faune ou le garde-pêche. On va terminer sur une touche un peu plus rigolote. Est-ce que les fêtes de Noël approchant, est-ce que vous allez quand même manger du foie gras ? Je vais manger tout ce qui est bon, en fait.
Il n'y a pas de risque pour la consommation. Encore une fois, il s'agit d'un virus de la grippe. La volaille, de toute façon, est cuite thermiquement. Et lorsqu'on mange de la volaille ou lorsqu'on prépare de la volaille, on prend des mesures usuelles d'hygiène. Et ce sont toujours les mêmes mesures à appliquer, même aujourd'hui. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur le site internet nyonregiontv.ch, nrtv.ch. On se quitte sur les images de la superlune captées par nos caméras. C'était lundi soir. Bonne semaine.